toutes, bienvenue donc pour cet événement. On est très content de vous voir si nombreux et si nombreuses ce soir. On va dire qu'on est un peu victime du succès de la première soirée dans le cadre de la semaine du cerveau. Et on est d'avance désolé, hein, bien sûr, on va faire des conditions un peu petites d'accueil par rapport au nombre que vous êtes. Je vais présenter rapidement le contexte de la soirée et... Ah, ça grésille ? Alors, est-ce que là c'est mieux ? Oui. Ok, donc je vais parler très proche du micro, comme ça, c'est ASMR. Voilà. Donc la soirée elle se déroule dans le cadre de la semaine du cerveau. Je vais laisser Nafissa présenter un peu plus précisément ce que c'est la semaine du cerveau et les événements qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Juste pour vous dire que nous, on est une association, on s'appelle CoScience, on est une association de médiation et de journalisme scientifique. Donc on crée des événements de médiation scientifique qui s'appellent les Instants Philo. Les Instants Philo, c'est un événement, donc ça avait lieu à l'époque, à la belle époque, au Black Sheep, un bar fort sympathique, je vous invite d'aller voir, qui organisait des événements et qui va en réorganiser à partir de septembre. Donc on espère retourner au Black Sheep pour les futurs événements des Instants Philo. Les Instants Philo, c'est un événement, vous allez le voir, c'est le même concept, hein. On fait intervenir des personnes avec des regards différents sur un même sujet. Et l'objectif, très souvent, c'est de croiser de la philosophie avec d'autres types de disciplines, psychologie, sociologie, histoire, écologie, etc. etc. Donc c'est un événement qui dure à peu près 1h30 à 2 heures. L'essentiel de l'événement, normalement, c'est vos questions. Et l'événement ne peut pas se faire s'il n'y a pas vos questions. Donc on vous demandera bien sûr de participer. Et donc aussi également pour notre association, on organise donc des événements aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées de la région Occitanie autour des sciences et plus particulièrement, c'est vrai qu'on a une petite appétence pour la philosophie et la biodiversité. Donc philosophie de la nature, philosophie de l'écologie, etc. etc. Voilà, j'en dis pas plus et je laisse Nafissa présenter la semaine du cerveau. Merci. Alors bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Pour moi c'est une première. Merci à la Gazette Café aussi de nous accueillir. Donc la semaine du cerveau, merci à Conscience Merci, voilà, c'est une première, je vous l'ai dit. Donc merci à Conscience d'avoir organisé cette manifestation. Merci aux intervenants. J'ai hâte de vous écouter. Donc comme disait Guillaume, bien sûr, c'est vos questions qui vont permettre cette manifestation de... Ça marche plus ? Ah. Voilà, donc en quelques mots, la semaine du cerveau, c'est un événement qui est national. Donc l'idée, c'est que des chercheurs, des scientifiques, des cliniciens, donc des personnes de divers horizons vous vulgarisent au grand public le fonctionnement du cerveau. Donc vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site lasemaine-du-cerveau.fr. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a différentes thématiques autour de neurosciences, notamment le sommeil, les maladies neuroévolutives, l'addiction, etc., etc. Donc je vous invite à aller consulter toutes ces manifestations qui ont lieu jusqu'au 31 mars. Voilà, je vous remercie encore d'être aussi nombreux. Et oui, oui, et j'en profite pour saluer et remercier la Société des neurosciences qui est notre principal partenaire. Donc sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nafissa. On peut l'applaudir. Et on va commencer tout de suite. Alors normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez lu le titre du sujet, j'espère. Peut-on réduire la conscience au cerveau ? Je pense qu'on va tenter de définir déjà qu'est-ce que c'est la conscience exactement. Alors, on va essayer de tenter cette définition. Encore ? Ah mais alors là... Ouais, alors je vais tenir le micro très fortement. Est-ce que c'est mieux lui ? Okay. Alors on va se partager un micro à 3. On va tenter de résoudre ce sujet ensemble ce soir, en tout cas de plutôt tracer des pistes de réflexion. L'objectif c'est bien sûr de partager ensemble nos intervenants qui vont
tout d'abord présenter leur regard sur le sujet, et puis après, donc, il y aura des questions et des remarques et vos réflexions par rapport au sujet juste après. Je vais vous présenter nos intervenants, et je vais commencer tout d'abord par Estelle. Donc Estelle Francis, qui est enseignante donc à l'UPV, l'Université Paul Valéry de Montpellier, et psychologue clinicienne. Et juste à côté, nous avons Aymen Abdelhamid, qui est enseignant en mathématiques et sciences physiques, et étudiant en histoire et philosophie des sciences. Ouais, je suis pas enseignant. Ah, plus enseignant alors, enseignant dans une vie passée, et maintenant philosophe, c'est ça? Étudiant en philosophie des sciences à l'université de Montpellier. Donc pour une fois, on a l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry de Montpellier, qui sont représentés sur notre scène. Très bien. Je crois que Aymen, c'est toi qui commences donc sur ce sujet. Est-ce que l'on peut réduire la conscience au cerveau? Qu'est-ce qu'il va dire? Bonsoir tout le monde. Alors, quand Estelle m'a proposé de participer à la semaine du cerveau, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait aborder, et on a vite réalisé que c'était vraiment le lien entre le cerveau et la conscience qu'on voulait aborder pour la place qu'occupe la conscience dans nos existences, et parce que le cerveau semble être le siège de la conscience. Quand je dis que la conscience occupe une place fondamentale dans notre existence, j'exagère pas du tout. Par exemple, là, maintenant, j'ai conscience de vous parler, vous avez conscience de m'écouter, j'ai conscience d'entendre ma propre voix, j'ai conscience d'être celui qui faisait ses rêves cette dernière nuit, j'ai conscience d'être celui qui a écouté un album en boucle, un concert mardi, j'ai conscience d'être celui qui ira peut-être en montagne dans quelques semaines. Et je peux aller encore un peu plus loin, et si j'accorde une certaine valeur aux choses auxquelles j'accorde une valeur, eh bien c'est par ma conscience que je le fais. Je pourrais même dire que le sens que je donne à ma vie, c'est par ma conscience que je le fais. Ou celui qui dit « la vie n'a pas de sens », il le fait parce qu'il a conscience de certaines choses qui lui font dire que la vie n'a pas de sens. Donc vraiment, la conscience a une place centrale. Le cerveau, apparemment, c'est là où serait produit la conscience. Et j'ai fait cette petite introduction sur la conscience pour vraiment comprendre qu'on est censé attaquer un gros morceau. Donc il ne faut pas hésiter à y aller franchement sur les questions, les commentaires, les remarques, les objections. Faut y aller sans hésitation. Je vais définir les termes, comme tu l'as dit Guillaume, je vais définir les termes et la question sera déjà un peu plus digeste, sachant que la question que je proposais à la base, c'était peut-on réduire la conscience au produit de l'activité du cerveau? Donc il y a pas mal d'amis qui m'ont dit que je comprends pas ta question, donc je vais pas venir. Mais de toute façon, pas besoin d'eux, hein, on est déjà bien entre nous. Et donc, si je définis chaque terme, déjà, ce sera beaucoup plus abordable. Ce que j'appellerai la conscience, et ce que Estelle appellera aussi la conscience, c'est plutôt la conscience dite psychologique, phénoménale, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on vit subjectivement, l'ensemble des phénomènes qui ont lieu dans notre vie intérieure, subjective. Donc, j'ai déjà un peu présenté, je disais, j'ai conscience d'être face à vous, et ainsi de suite. Donc, la conscience, l'ensemble des phénomènes vécus subjectivement. Le cerveau, c'est vraiment, d'un point de vue anatomique, hein, purement anatomique, c'est cette masse qui serait dans la boîte crânienne de chacun et chacune d'entre nous. Serait, ouais, bah, j'ai pas vérifié, donc à voir en question. À voir en question. Et serait, ouais, c'est. Et. Pas sûr. Non. Et donc, donc le cerveau, c'est cette masse, voilà, un peu moins d'1,5 kg, plutôt rose, un blanc à l'intérieur, qui est un peu visqueux, gélatineux, on voit. Mais c'est vraiment cet objet-là. Oui, On reviendra sur les questions. Et l'activité du cerveau, c'est l'ensemble des phénomènes physiques qui ont lieu dans cette zone-là de l'organisme. Donc c'est l'ensemble des phénomènes physiques, les impulsions électriques ou
électromagnétiques, si on veut être un peu plus précis, qu'aujourd'hui on peut mesurer par électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie. Donc c'est vraiment, on est encore du point de vue physique là. Et le produit de l'activité du cerveau, ce serait ce qui serait produit. C'est comme si le cerveau, l'activité du cerveau, ce serait l'usine et l'activité qui a lieu dans cette usine, et ce qui émergerait de ça, ou le produit, la production qui serait issue de cette activité, et bien on se demande si la conscience est totalement produite par le cerveau. Donc si je reformule la question qui était peut-on réduire la conscience au produit de l'activité du cerveau, ça donne est-ce que la conscience, c'est-à-dire l'ensemble des vécus subjectifs, intérieurs, que chacun et chacune de nous expérimente à chaque instant, eh bien, est-ce que cet ensemble de phénomènes est exclusivement le produit de l'activité cérébrale, ou est-ce que c'est autre chose ou plus que ça? Si c'est autre chose ou plus que ça, alors on sera contraint de dire non, on ne peut pas réduire la conscience au produit de l'activité du cerveau. Si par contre c'est exclusivement ça, on pourra répondre par la positive. Voilà. Je laisse la parole à Estelle. Elle va vous présenter la partie plutôt scientifique, plus technique, sur le lien entre cerveau et conscience. Comment on établit ce lien et quel est ce lien. Ok, donc on va se demander ensemble comment est-ce qu'on peut établir le lien entre cerveau et conscience. Donc ce lien, on l'établit à travers le constat que des modifications structurelles et ou fonctionnelles du cerveau peut entraîner du coup une altération au niveau de la conscience. Par exemple, ou autrement dit, si le cerveau change de forme à travers un accident ou une lésion, on retrouve des expériences différentes. De la même manière, si le fonctionnement du cerveau est altéré ou change, on peut retrouver une altération au niveau de la conscience. Donc je vais vous donner quelques exemples de comment une modification au niveau du cerveau peut amener une altération au niveau de la conscience. Donc premièrement, si on prend une lésion au niveau du tronc cérébral, il y a une forte probabilité que le système d'éveil de la personne soit impacté et que la personne sombre dans un coma. Dans le coma, on parle d'absence de conscience. Un autre exemple, ce serait par exemple une lésion assez globale au niveau du cortex du cerveau. Le cortex du cerveau, c'est l'endroit où il y a le traitement de l'information. Donc c'est la structure la plus externe du cerveau. Donc si on a une lésion au niveau de ce cortex ou au niveau du thalamus, qui est une structure au sein du cerveau qui reçoit les informations sensorielles, qui les analyse et qui les traite par la suite, qui les envoie par la suite au cortex, si on a une lésion au niveau de ces deux structures, on peut se retrouver dans un état végétatif. C'est quoi un état végétatif? C'est un état où on retrouve l'ouverture spontanée des yeux, donc un état de veille. La personne ouvre les yeux, s'endort, mais il n'y a toujours pas de conscience. Donc là, on se retrouve dans un cas où on a la veille, mais on n'a pas de conscience. Un autre exemple où des modifications structurelles peuvent du coup entraîner une altération de la conscience, on va prendre le cas d'un patient qui fait un AVC. Donc un AVC au niveau du cortex occipital, la zone qui traite pour la perception visuelle. Donc dans le cas de ce patient, on pourrait retrouver quelqu'un qui, tout va bien, il arrive à traiter l'information, sauf la perception visuelle. Donc il ne voit plus les couleurs, par exemple. Donc il a un cerveau, il est éveillé, réactif, mais il voit le monde en nuances de noir, blanc ou gris. Ok. Donc là, je vous ai présenté quelques exemples où on retrouve modification structurelle et altération de la conscience. On peut aussi retrouver, je vais vous donner un exemple de différence au niveau du fonctionnement du cerveau, au niveau du fonctionnement du cerveau, oui, qui pourrait entraîner une altération au niveau de la conscience. Si on prend par exemple un sujet sain, ou si nous nous basons tout simplement sur notre expérience actuelle, là par exemple, vous avez un cerveau, on va dire peut-être opérant, non lésé, vous fonctionnez bien, et vous pouvez vous rendez compte que à chaque instant, il y a un flux constant d'informations conscientes qui vous parvient. Et au sein de ce flux d'informations, il y a une toute petite partie de l'information qui est consciente. Mais je vais quand même vous montrer que c'est possible en fait de rendre une information non consciente consciente. Par exemple, si là vous
orientez votre attention sur la chaise sous vos fesses, vous ressentez cette chaise. Et vous vous rendez compte qu'une information qui était avant inconsciente est passée dans le champ du conscient. Vous l'apercevez. Cette information était néanmoins accessible. Donc la question qu'on va se poser, ça va être cette question de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau quand une information passe à la conscience, quand elle accède à la conscience. Cet accès à la conscience, ça va être là-dessus que les neurosciences vont se baser pour étudier ce vaste sujet qu'est la conscience. C'est quoi l'accès à la conscience? L'accès à la conscience, ça va être le fait d'amener une information au premier plan. Donc, de pouvoir se représenter consciemment un objet mental et de le garder en tête. L'accès à la conscience a pour fonction, ou nous permet du moins d'avoir accès, de diffuser l'information maintenue en mémoire à l'ensemble de nos facultés intellectuelles. Par exemple, la mémoire, le langage, la prise de décision, le raisonnement. Si nous prenons un exemple plus concret, disons que cette information qui accède à votre conscience est une sensation de douleur. Ok, donc vous avez consciemment en tête la sensation de douleur. À partir de là, cette information est accessible par les voies du langage, par exemple. Vous pouvez décrire cette sensation. Elle est accessible aussi à votre mémoire. Vous pouvez faire le lien entre cette sensation de douleur que vous ressentez actuellement et toutes les autres sensations de douleur que vous avez pu ressentir avant. Elle oriente aussi votre attention. Vous pouvez vous concentrer, vous focaliser sur les différentes parties de votre corps pour savoir d'où vient cette douleur, par exemple. Ou elle peut guider vos actions et votre intention. Donc vous pouvez vous demander, maintenant que j'ai cette douleur, qu'est-ce que j'en fais? Ok. Donc, ce qui va nous intéresser, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. Ce qui va nous intéresser, ça va être comment est-ce que les scientifiques peuvent étudier cet accès à la conscience. Quelles sont les expériences qu'on peut mettre en place pour mesurer, parce que en science on veut mesurer, pour mesurer cet accès à la conscience. Donc, ce qu'on va faire, on va procéder en faisant des manipulations au niveau du contenu de la conscience. Donc, on va manipuler l'information de sorte à ce qu'elle puisse passer de l'inconscient au conscient, ou l'inverse, du conscient à l'inconscient. Donc, on va prendre le cas de l'information consciente qui devient inconsciente. En conduite, par exemple. Donc, oui. Dans une situation de conduite, au début, quand vous apprenez à conduire, tout est laborieux. Vous devez avoir chaque étape en tête. Vous avez consciemment chaque étape en tête. Vous faites un effort. Et au fur et à mesure, dès que la conduite s'automatise, vous ne pensez même plus à ce que vous faites. En situation de laboratoire, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une tâche un peu similaire qu'on pourra mesurer le comportement en étant conscient et inconscient. On va se baser sur des études d'imagerie cérébrale. Avec la méthode d'imagerie cérébrale, la tâche va être la suivante. On va apprendre à un sujet à taper sur un clavier qu'il ne connaît pas. Donc au début, il va être lent, il va faire attention, tous les gestes vont être conscients, il va chercher la touche, et au fur et à mesure qu'il va s'habituer, l'action va devenir consciente. Nous, ce qu'on va faire, ça va être dans la première étape, quand tout est toujours compliqué, où il est en train de chercher ses touches, on va mesurer l'activité cérébrale de son cerveau, alors que ce comportement est toujours conscient. Et puis par la suite, quand il aura appris à bien taper sur son clavier, on va remesurer l'activité de son cerveau pour voir s'il y a un contraste, du coup, entre ce même comportement qui peut être conscient et inconscient. On va voir dans ce genre d'études qu'on voit justement un contraste. On va avoir une activité cérébrale propre à l'activité consciente qui n'est pas présente lors de l'activité non consciente. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qu'on fait beaucoup dans le champ des études sur la conscience en sciences cognitives, on va étudier le passage de l'information inconsciente à consciente pour justement mesurer cet accès à la conscience. Pour cela, on va se baser principalement sur des expériences de perception visuelle. Pourquoi? Parce que c'est facilement mis en place. On va essayer de faire sortir et entrer des images dans la conscience de la personne. Et on va se baser du coup sur l'expérience subjective de la personne qui nous dit si elle voit ou pas l'image. Donc pour faire ça, on va utiliser des images subliminales. C'est quoi une image subliminale? Ça va être une image qu'on va projeter qui va être sous le seuil de la conscience,
sous le seuil de la perception consciente. C'est-à-dire, elle va être projetée tellement vite que la personne ne voit pas l'image. Mais elle est quand même traitée. Donc, il faut bien faire la différence entre des perceptions, des informations qui vont être traitées de manière inconsciente par le cerveau et des informations qui vont être traitées de manière consciente. Par exemple, quand vous conduisez de manière automatique, vous faites plusieurs actions, plusieurs étapes, votre cerveau, il traite l'information, sinon vous ne pourriez pas conduire. Mais ne traite pas forcément de manière consciente. Donc, je reviens à nos études avec les images subliminales. Donc, en gros, on va présenter des images avec des durées de présentation différentes aux participants. En faisant tout cela, on va quand même mesurer l'activité du cerveau et on va voir quel est le seuil, quelle est la délimitation, la frontière entre l'image vue consciemment ou non vue, on va passer par le non vu avant, l'image non vue et l'image vue par la suite. On voit dans ce genre d'études qu'à 40 millisecondes de présentation, l'image est inconsciente. Et puis, au-delà de 60 millisecondes, par exemple, c'est évident qu'elle est là. On passe à la perception consciente, on accède à la conscience. Donc, avec ces études, avec l'étude en perception visuelle, le fait que le participant nous dit voir ou ne pas voir, couplé à l'imagerie cérébrale, les scientifiques arrivent en fait à trouver, à délimiter en fait un réseau neuronal qui coderait pour la conscience. Et Stanislas Dehaene et collaborateurs, ils avancent l'hypothèse d'un espace de travail neuronal qui correspondrait en fait à le réseau neuronal, le réseau au sein du cortex cérébral qui coderait pour la conscience. Chaque idée consciente serait codée par cet espace dans votre cortex cérébral. Et une fois que cette idée serait présente à votre cortex, l'idée pourrait être propagée à l'ensemble de votre cerveau pour être utilisée par la suite. Donc, les études en neurosciences nous présentent la conscience comme une diffusion globale de l'information dans le cortex. Et sa fonction serait, du coup, d'amener une information, de la propager et de l'amplifier même. Donc voilà en résumé ce qu'on retrouve grâce aux neurosciences. On retrouve clairement un lien entre cerveau et conscience. On retrouve quelle activité est produite dans le cerveau systématiquement à chaque perception consciente. On va juste se rappeler que comment est-ce qu'on l'étudie? On l'étudie à travers cet accès à la conscience. Voilà. C'est fini, point parti. Donc avec ce que vient de dire Estelle, on comprend, et pas trop de doute là-dessus, c'est pas sur ce point-là que j'aimerais revenir, que l'activité cérébrale conditionne, a un impact sur notre vie subjective, notre conscience phénoménale. Et en gros, ce qui est dit, c'est sans activité cérébrale, pas de conscience. Sans cet ensemble de signaux électriques qui auraient lieu au sein du cerveau, pas de vie subjective. Donc pas d'image, pas de ressenti, pas de douleur, etc. Et en même temps, on pourrait... tout porte à croire que c'est exactement comme ça que ça se passe, puisque les expériences appuient cette approche, et on n'a jamais fait d'expérience sans cerveau. Donc, ça devrait être réglé. Le problème, c'est que, implicitement au moins, on pose une réalité qui est supérieure, en quelque sorte, au matériel, à l'activité cérébrale, plutôt qu'à ce qui est vécu. Parfois, c'est juste, on va dire, méthodologique, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que tout est physique pour faire des recherches. Mais parfois, c'est vraiment la conclusion que certains scientifiques tirent, c'est le vécu subjectif, la conscience dite phénoménale, aurait une réalité seconde. C'est quelque chose qui accompagnerait l'activité cérébrale, mais presque on pourrait s'en passer. Ou on peut même, on peut retrouver dans la littérature on va dire un synonyme de la conscience phénoménale, ce serait juste une illusion, le fruit de l'activité cérébrale, mais qui serait illusoire. On pourrait avoir juste
une machinerie qui produirait exactement les mêmes activités d'un point de vue électromagnétique, et on serait dans une équivalence totale. Le problème avec ce discours-là, c'est que on oublie qu'on passe nécessairement par le vécu subjectif pour juste avoir l'idée même de ce que c'est qu'un cerveau, de ce que c'est qu'une activité cérébrale, de ce que c'est qu'un signal électrique, de ce que c'est que l'espace de travail neuronal global. On ne peut pas se passer du vécu subjectif. L'idée même d'objectivité, l'idée même de science, l'idée même de théorie, l'idée même d'une vérité qui porterait sur le cerveau est avant tout subjective. Quand je dis subjective, ça ne veut pas dire erroné, flou. Ça veut dire que ça passe d'abord, en premier lieu, par un sujet qui est face à un objet. Je vais essayer d'être clair sur les 5 minutes qui me restent, et j'essaye d'aller au plus profond de mes idées. Et si on prend un neuroscientifique, on imagine un neuroscientifique, il a son cobaye, bon, c'est schématisé bien sûr. Le cobaye, il le voit d'abord phénoménalement, subjectivement. Il va prendre des électrodes, ces électrodes, il va les toucher, il va les ressentir, il fait la différence entre l'électrode et le stylo, pour pas lui mettre le stylo sur le crâne, mais plutôt l'électrode. Il met les électrodes sur son crâne, il prend une mesure, sur l'écran s'affiche un ensemble de formes et de couleurs, et à partir de ce qu'il voit, il va faire référence subjectivement à ce qu'il a mémorisé dans ses études, dans ses recherches, pour se dire « Ah, voici cette activité cérébrale, ça doit correspondre à tel vécu de conscience. » Vérifions. On va demander au cobaye qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et le cobaye va dire « Ah, ben je vois rien, j'ai pas vu d'image. » Ok, donc c'est une image subliminale. Je vais afficher l'image à 60 millisecondes. Il va se référer au récit du vécu subjectif du cobaye, et ce cobaye va lui dire « Je vois une image ». Donc tout ça, c'est juste pour mettre en avant l'idée qu'on passe nécessairement par le vécu subjectif pour tout discours, y compris le discours scientifique. Ça nous mène à quelle idée? Ça nous mène à l'idée selon laquelle on ne peut pas, on va dire, décrire la conscience phénoménale comme une réalité seconde ou seulement produite. Dans le sens où il y aurait d'abord activité cérébrale dans un premier temps, et puis plus tard, quelques instants plus tard, peu importe le nombre de millisecondes plus tard, il y aurait une conscience phénoménale, puisqu'on s'appuie nécessairement sur la conscience phénoménale pour toute affirmation. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas que l'activité cérébrale n'a pas d'effet sur le vécu subjectif. Ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas affirmer que c'est l'activité cérébrale qui produit de toutes pièces, qui crée la conscience phénoménale. Puisque ce serait supprimer le sol qui nous permet d'affirmer ce qu'on est en train d'affirmer dans toute théorie scientifique. Donc, quelqu'un qui dirait il y a... Après. Tranquille. Quelqu'un qui dirait, peut-être vous, il y a eu l'évolution biologique qui a mené à une certaine morphologie, une certaine physiologie chez l'être humain, qui fait que l'être humain produit une certaine activité cérébrale, et de cette activité cérébrale émerge un vécu subjectif, on va dire de manière presque contingente. Le problème, c'est que c'est à partir de cette conscience-là qu'on a l'idée d'une théorie d'évolution, qu'on observe et qu'on se rend compte qu'il y a des choses autour de nous, que la notion même de logique est possible. Donc, si on veut avoir, selon moi, un discours rigoureux et cohérent, on ne peut pas réduire la conscience au produit de l'activité du cerveau. On est contraint de partir d'une réalité en quelque sorte équivalente. La conscience phénoménale existe, au même titre que l'activité qui est d'ordre matériel, et au moins on ne se confronte pas à ce problème-là lié à... On est obligé de passer par ce qui est subjectif pour affirmer l'objectif,
Et en plus, puisqu'on ne peut pas rendre compte d'un gap entre les deux, ce gap, c'est tout simplement le fait que ce qui est observé au sein du cerveau, c'est quelque chose de physique, de matériel, de mesurable, de localisable dans le temps, dans l'espace. Voilà une certaine nature d'objet. La conscience phénoménale, c'est ni mesurable, ni physique, ni quantifiable, ni localisable dans le temps et dans l'espace. Donc, il y a à la fois un gap dont ne rend pas compte le discours scientifique parce que ce n'est pas son objet, tout simplement. Et deuxièmement, on ne peut pas partir du principe qu'il y aurait d'abord l'activité matérielle, physique, cérébrale, puis le vécu subjectif. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je suis allé un peu emballé, je pense. Très bien, merci beaucoup, merci à vous deux. Vous avez pas mal de questions, en tout cas pas mal de remarques dans la suite. Peut-être avant de vous passer la parole et donc de laisser donc, vos questions arriver, je dirais, du produit du cerveau jusqu'à votre bouche et être conscient de ce que vous dites. Je voudrais revenir sur un petit point. On va dire d'histoire des sciences. Si on a ce débat-là, c'est qu'à la base, il y a quand même une théorie, je dirais, dualiste, qui dit qu'il y a d'un côté la conscience, de l'autre côté le cerveau. Alors, on dit que ça vient de Descartes, qu'effectivement, bon, il y avait des prémices avant, mais que Descartes avait déjà postulé en fait un peu cette idée que d'un côté on a notre corps, de l'autre côté on a un esprit, et que c'est deux choses qui sont bien séparées en fait, même si donner le centre, je crois, de la conscience à la glande pinéale du cerveau, bon, effectivement, ton discours le remet un peu en question. Donc il y a aussi, je dirais, ce dualisme qui aussi persiste, hein, on va dire, de manière générale dans la société civile, et qui est remis en cause, si je comprends bien, par les neurosciences et également sciences cognitives, psychologie, en disant, bah, en fait, non. Il y a un matérialisme qui est bien présent, même si, comme tu le dis, Aymen, c'est pas si facile, ce matérialisme de dire qu'il y a une causalité, bah, c'est pas forcé, enfin, cette causalité, elle est plus compliquée que ça, quoi. Voilà. Je voudrais revenir sur cette idée de centre de la conscience, et donc tu parlais du cortex particulièrement. Est-ce que maintenant, il y a une espèce de consensus scientifique pour dire le cortex, c'est le centre de la conscience dans le cerveau? Est-ce qu'il y a une zone, je dirais, de centre de la conscience? Je dirais que c'est pas forcément une zone, que ça va être un réseau de neurones qui va impliquer particulièrement du coup les zones pariétales et préfrontales, mais ça va vraiment être un réseau. Et donc c'est pas une zone précise, ça va être un réseau qui s'active et on va voir dans chaque perception consciente qu'il y a un réseau en particulier. Et puis il y a aussi, dans toute perception consciente, on n'a pas les mêmes zones impliquées, mais il y aura une zone commune à toute perception consciente. Okay. Et c'est cette zone-là qui détermine qu'on est conscient ou on n'est pas conscient. En tout cas, on la retrouve activée à chaque perception consciente. Et juste une dernière question, je me permets, hein, c'est on va dire l'avantage d'être animateur. C'est donc sur il y a par exemple l'expérience vécue, l'expérience subjective, la douleur. Si j'injecte les mêmes informations dans deux cerveaux très différents, dans deux cerveaux humains, hein, on ne peut pas dire j'ai la même douleur, on est d'accord. L'expérience subjective de la douleur, elle est différente, et c'est cette conscience de la douleur alliée, mais l'expérience subjective derrière est différente. Donc il y a quand même, comme tu disais, enfin pour revenir sur ce que tu disais, cette idée de conscience phénoménale, elle amène justement à se poser la question dans des cas comme, par exemple, dans un hôpital, des personnes qui disent « j'ai mal » et où on n'a pas forcément une activité cérébrale, je veux dire, similaire à d'autres, de dire, en fait, non monsieur, vous n'avez pas mal parce que vous n'avez pas une activité cérébrale, des personnes qui a la douleur. L'expérience de la douleur, c'est quelque chose qui démontre bien que, justement, ce lien-là entre matériel et conscience phénoménale, il est plus compliqué que simplement une relation de causalité. Très bien, bon, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, le câble est un petit peu court, donc je vais vous demander de parler bien fort. Et en plus, on a des Larsen avec les baffes. Donc, voilà, il faudra parler bien fort. Merci. Moi, c'est la question des images subliminales avec un espèce de délai que vous avez mesuré. Et du coup, ça m'a fait penser à une image qu'on trouve souvent sur Internet, une vidéo, avec vous la connaissez sûrement, des gens qui jouent au basket et qui doivent se passer le ballon. On est censé repérer ce qui se passe et compter quelque chose sur le nombre de ballons. Et puis, il y a un espèce il y a un mec déguisé en gorille qui passe, il reste beaucoup plus que 40 millisecondes, il reste quelques dizaines de secondes, et personne ne le voit, sauf les gens qui connaissent. Et donc, manifestement, personne n'en a conscience, puisqu'après, quand on demande et quand on montre l'image, les gens se disent pas « Ah oui, je l'avais vu, mais je l'avais oublié ». Ils n'en avaient pas conscience. Alors, comment vous raccordez ça avec vos images subliminales? Là, on n'est pas dans une expérience où on fait intervenir les images subliminales. On est dans un type d'expérience qu'on appelle la cécité attentionnelle. On va reprendre en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure de une information inconsciente qui passe au conscient. Dans le sens que quand vous avez pris conscience de la chaise sous vos fesses, vous avez orienté votre attention vers la chaise. De la même manière, sur cette vidéo, vous êtes concentré à compter les différents, je sais pas ce qu'on compte, mais ah oui, voilà, les passes de ballon. Donc vous avez orienté votre attention sur cette information, le gorille passe, vous ne le voyez pas parce que l'orientation d'attention est là. Oui, mais alors les images subliminales, on n'a aucune raison d'avoir orienté notre attention sur les images qui durent 40 millisecondes. Pourquoi on les voit? Pourquoi on en a conscience? Non, on ne les voit pas. Oui, on en a conscience, vous nous dites. Vous n'en avez pas conscience, c'est des images qui sont traitées par le cerveau de manière inconsciente, mais à un seuil, quand il dépasse un certain seuil, là vous en avez conscience. Et nous, ce qu'on va essayer d'étudier, ça va être ce passage. L'image subliminale, vous ne la voyez pas, parce que c'est sous le seuil de la conscience, et après à un certain seuil, on la présente de manière plus longue, là vous la voyez, et elle accède à la conscience. Et donc à l'attention. En fait, juste, c'est parce qu'en fait, elle va être traitée que par les aires occipitales, et donc il faut plus de temps pour que ça remonte vers le cortex frontal. Donc ça demande du temps pour être acquis par la conscience. Très bien, merci. Je crois qu'il y avait une question derrière. On a une question par rapport justement à ce qu'il a amené l'attention. Oui, bonsoir. Enchanté. Juste une question par rapport à l'intention du coup, parce que tu disais que quand je suis assis sur la chaise, j'ai pas mon attention sur la chaise. Et du coup, est-ce que j'en ai conscience ou pas conscience? Ou c'est qu'à partir que j'ai mon attention sur la chaise que j'en ai conscience? Et du coup, quelle est la différence entre attention et conscience? Oui, totalement. Ok. En gros, l'attention, il y a un recouvrement très proche entre les deux notions. Donc, entre la notion d'attention plutôt sélective. L'attention sélective, c'est le fait de pouvoir focaliser son attention sur une information pertinente, orienter son attention dans l'espace et choisir votre objet, si vous voulez. Donc, en lien avec la conscience, avec l'accès à la conscience, on pourrait dire que l'attention oriente l'accès à la conscience. Donc en gros, c'est l'attention qui opère la sélection, qui est le filtre pour l'accès. L'attention, c'est constat. Non, c'est deux fonctions qui se recouvrent mais qui ne sont pas identiques. Voilà. Et en fait, le problème vient de la détermination du terme conscience. Parce que par exemple, tout à l'heure, on aurait pu aussi redire la perte de conscience physiologique, c'est quand vous dormez. Tout à l'heure, tu as dit « je me souviens de mes rêves ». Mais en fait, on ne s'en souvient pas toujours. Et en fait, tous les jours, on perd sa conscience. On perd sa conscience dans l'état de sommeil, mais on peut quand même peut-être argumenter que le rêve, il y aurait des perceptions conscientes au sein du rêve, et surtout le sommeil paradoxal où... Voilà. On s'en souvient, mais pas toujours. Oui, donc peut-être qu'on pourrait dire qu'on a perception non consciente au sein du sommeil sans rêve. Et donc en fait, les notions de conscience, elles sont à différents degrés, niveaux degrés, et elles sont aussi en fonction de la physiologie, sommeil, éveil et conscience. Donc en fait, il faudrait décomposer les termes de conscience. Oui, parce que là, on n'est plus dans la conscience en tant qu'état. Oui, ou l'insubjectivité, etc. Mais juste, l'argument, c'est qu'on ne se souviendrait pas forcément de nos rêves. C'est ça l'argument? Ça dépend.
En fait, tous les jours, non, c'est pas un argument, c'est juste une constatation. On se souvient des rêves des fois, ou si on se réveille très près du sommeil paradoxal. Par contre, il y a beaucoup de rêves dont on ne va pas se souvenir, sauf s'ils ont une intensité émotionnelle forte. Mais donc, si ils n'ont pas une intensité émotionnelle forte et qu'on s'en souvient pas, est-ce qu'on peut dire qu'on en avait conscience? Tu en as pas. Non. En fait, la conscience aussi, elle est faite par rapport à ce qu'on peut redonner par le langage dans l'état éveillé. Donc, c'est la subjectivité. Ok, donc. Il y a plusieurs questions. Alors, vous voyez qu'il y a des intervenants mystères aussi, qui sont cachés un peu partout, le Gina Deveau, neuroscientifique. Et je crois qu'il y avait une question, alors juste derrière, je ne sais plus si elle est d'actualité. Oui. Oui, non, j'étais vraiment dans le débat. Mais, désolé que je n'ai pas trop parlé si fort. Juste pour savoir, parce que j'ai essayé de comprendre vraiment la différence entre l'attention et la conscience. Et là, j'ai compris pour les rêves, apparemment, s'il n'y a pas d'activité cérébrale, c'est pas considéré comme une vécu de conscience pour la neuroscience. Non, c'est pas au niveau de l'activité cérébrale. Qu'est-ce que c'est donc la première question, c'était qu'est-ce que serait cette threshold, cette limite qui dit ça c'était un vécu conscient, ça c'était pas, j'ai pas mesuré un vécu conscient. Ok. Ben, si on se base sur ce que j'ai essayé de vous exposer, ça va être du coup activité cérébrale, oui, au sein de cet espace qu'on dénote comme étant l'espace de travail neuronal, mais en plus de ça, il faut que ça il faut accéder à cette perception de manière consciente et que la personne puisse dire voilà j'ai rêvé de ça. Qu'elle réexplique. Le langage. Il y a le langage. Pouvoir en rendre compte, que ça soit par le langage, oui. Là, il y a une mesure donc, physiologique et une mesure questionnaire presque. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu as vécu ça? Il y a dans la psychologie, dans la neuroscience, cette deux mesures. Mais du coup, on va coupler activité cérébrale et aussi questionnaire ou juste discours subjectif en fait. On va demander à la personne, comme ce qu'on fait avec les images subliminales, on lui demande si elle a vu ou pas vu l'image. Et on est obligé en fait d'avoir recours à cette partie subjective. D'accord. Donc pour la neuroscience, il y a des vécus que je me rappelle, conscientes, mais sans activité cérébrale, sans mesure. Non. Par exemple, si j'ai un rêve, je ne sais pas si l'état des rêves c'est considéré comme tu mesures conscience. Dans l'état des rêves, si la personne se rappelle ou pas, mais physiologiquement, c'est constaté une conscience ou pas. Ben, on pourrait, du coup, si on mesure l'activité cérébrale, retrouver ce réseau justement pendant le rêve. Après, il faut toujours le corréler avec ce que la personne nous dit. Donc il y a des moments où... mesuré en rêve, en fait, c'est un état de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal. Donc ce qu'on peut mesurer, c'est des ondes. Mais on ne peut pas retranscrire ce que la personne a vécu si elle ne le raconte pas. Oui. On peut juste mesurer et dire cette personne, elle était en état de sommeil paradoxal. Par contre, il n'y a que la personne qui dit le contenu de ce rêve. Une état de sommeil paradoxal, c'est considéré conscient. C'est pas considéré comme conscient parce qu'on ne bouge pas et on ne peut plus parler. Donc c'est un état entre guillemets d'inconscience physiologique. D'accord. Alors, attendez, on va passer la parole ici. C'est une question de conscience ou d'inconscience. Quand tu tombes du lit, De ne pas tomber du lit. Ça veut dire que le cerveau, non, il a intégré le périmètre du lit et on tombe pas. mais c'est parce que tu ne tombes pas. De toute façon, on est obligé de s'allonger quand on est en sommeil paradoxal, puisqu'on a perdu toute sa motricité. Il y a un élément dont on n'a pas parlé aussi quand on est conscient, c'est la motricité. On bouge plus non plus. On parle pas, mais on bouge pas non plus. Il y a des petits mouvements, mais il n'y a pas énormément. On est obligé de s'allonger, sinon on tombe. Et alors, moi, je reviens sur la question. Alors, j'ai pas de connaissance. Du coup, c'était plus parce que là, on était basé sur le cerveau vraiment en tant qu'objet. Et en fait, surtout le système nerveux. C'est-à-dire que là, dans les expériences, c'est qu'on se focalise sur le cerveau. Mais du coup, comment ça fonctionne avec le système nerveux? Est-ce qu'il y a déjà des études, par exemple, qui se posent des questions sur comment le corps, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, mais des messages qui, du coup, se propagent différemment? Est-ce que, en fait, par exemple, sur la même expérience, est-ce que le message, du coup,
coup, il peut être transmis ailleurs différemment. Enfin, j'ai aucune connaissance dans le domaine, c'est vraiment une question ouverte. Mais c'est plus, voilà, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'il y a des changements, on va dire, au niveau du système nerveux, on va dire, global du corps humain, ou est-ce que ça reste vraiment tout focalisé au niveau du cerveau comme En fait, Et l'idée même d'objectivité, l'idée même d'une mémoire objective n'a de sens que parce qu'il y a des individus subjectifs qui traitent ces données. Quand on dit sommeil paradoxal, le sommeil paradoxal n'est défini que parce que on sait ce que c'est que dormir, et qu'on sait ce que c'est que se réveiller, et qu'on sait que... Ah oui. Non mais est-ce qu'il est possible, alors, par exemple, pourquoi appelle-t-on l'état végétatif l'état végétatif? Parce que la personne agit comme un légume. C'est-à-dire que... Non mais c'est vraiment ça qui nous a donné l'idée du terme. On l'a pas appelé autrement. Mais c'est parce qu'on sait ce que c'est. On a déjà vécu des choses comme être face à un légume, et on a déjà vu des gens qui étaient dans des états particuliers, qu'on s'est dit on va appeler ça état végétatif. Je dis pas ça pour dire que l'état végétatif c'est être un légume. Je dis juste que ça témoigne du fait que parce qu'on a des vécus subjectifs et qu'on s'y rapporte constamment, c'est comme ça qu'on fonde les sciences et qu'on établit les sciences. Simplement ça mon propos. Et si on perd ça de vue, eh ben, je pense qu'on pose des questions qui sont systématiquement circulaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut définir un terme, on se rend compte qu'on fait une boucle et qu'on utilise le même terme pour pouvoir le définir. Voilà. J'aurais une question. Alors là, on est en train de parler de choses conscientes et inconscientes. Et quand on parle, en psy, etc., que l'inconscient refoule, quand on cherche dans notre inconscient, alors où est-ce que ça se place ça? Alors où, c'est peut-être pas la bonne question parce que c'est pas localisé. Est-ce qu'il y a un Google Maps? Est-ce que dans le cerveau, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut le quantifier dans le cerveau? Donc tout ce qui est inconscient, refoulé, si on parle de choses conscientes, inconscientes, donc où est-ce qu'il est l'autre inconscient? Alors quand même, dès qu'on parle d'inconscient dans le sens de refoulement, etc., on est plutôt dans le champ de la psychanalyse. Tout à fait d'accord. Mais comme on parle de choses qu'on a, on parle quand même du même monde. C'est le même terme. Oui. Donc quel rapport entre tout ça, entre des choses c'est des choses qu'on a quand même vécues. C'est des choses qu'on aurait vécues, mais dans le sens dont on ne se rend pas compte. Et c'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça inconscient. Question, où est-ce qu'on le place et est-ce qu'il y a des images dans le cerveau? C'est mémorisé. C'est de la mémoire. Est-ce que oui, il y a plein de questions. Est-ce que ça vous va, madame, si on prend juste une autre question et puis après, comme ça, on fera une réponse. Parce que je vois qu'il y a plein de questions. Donc, alors, oui, déjà, là-bas. Oui, allez. Oui. Oui. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai une question par rapport à la question de base. Peut-on réduire la conscience à l'activité du cerveau? Et ça me fait vraiment penser à une expérience, c'est l'expérience de mort imminente, où l'activité du cerveau en fait s'arrête. Il y a des personnes qui du coup reviennent à la vie, assez miraculeusement. Je sais que ça divise un peu la communauté scientifique entre les cartésiens et ceux qui sont tauristes, et les autres on va dire. Et en fait, dans cette expérience de mort imminente, ces personnes-là qui n'ont pas d'activité cérébrale, qui reviennent à la vie en racontant exactement ce qui s'est passé pendant qu'elles étaient dans cet état d'arrêt cérébral en fait. Et où elles ont eu conscience de ce qui se passe, du monde, et aussi un peu de cet état. Alors là, c'est vrai qu'on parle de quelque chose, mais dans cet au-delà en fait. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez-vous de la mort imminente, qui sera un élément de réponse un peu à cette question de base de cette conférence. Ok. Bon, je réponds ce que j'en pense personnellement. Une personne, peu importe quel accident il arrive, elle, supposons, vraiment elle voit voilà, une sorte de tunnel avec une lumière, elle voit des images, elle ressent des sensations, peu importe en fait. Quoi qu'elle ressente, ce qu'elle a ressenti a une réalité en tant que ressenti. Mais le problème, il me semble, c'est quand on passe de cet ensemble de ressentis, qui sont subjectifs justement, à c'est une expérience de mort imminente.
C'est-à-dire que là, d'un coup, on est en train d'objectiver quelque chose qui est juste vécu. C'est-à-dire qu'on est en train de dire la personne serait sur le point de mourir, mais ne serait pas morte, ou bien serait morte puis ressuscitée. Mais en fait, tout ça, ce sont des conceptions qui sont objectives, alors que tout ce dont elle dispose, c'est de vécu subjectif. C'est-à-dire que si elle dit « j'ai observé ça, j'ai vu une lumière », il n'y a pas de scientifique qui va le contredire. De la même manière que si quelqu'un vient et dit « j'ai mal au bras », même si elle n'a pas d'œdème, de fracture, de bleu, on ne va pas lui dire « non, non, t'as pas mal au bras, puisque tu n'as rien ». On va la croire, on va croire son ressenti. Parce que là, on est sur le plan, justement, subjectif. Mais à partir du moment où on dit c'est une expérience de mort imminente, on est en train, justement, de dire toutes les personnes qui témoignent d'avoir vu ce tunnel auraient vécu la même chose, et il y aurait un lien très proche à la mort. Et c'est là où moi, je ne vais pas être d'accord. C'est sur les termes qui vont être employés pour expérience de mort imminente. Ouais, après, je pense que l'expérience de mort imminente, elle est quand même vachement cadrée au niveau scientifique. Il y a vraiment des tests pour estimer ce que nous fasse une mort imminente. Puis dans ce sens-là, dans le sens de subjectivité, je ne parlerai pas d'une seule personne qui a vécu ça. En fait, cette expérience, elle a été répétée dans le monde. Il y a des personnes qui sont intéressées à ça et qui ont relaté effectivement que c'est des personnes qui vivraient ça. Et douter de si la personne est morte ou pas, dans la mort imminente, on ne le suppose pas. Mais justement, elle est morte parce qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. Mais alors, si elle est morte, comment elle nous en parle? Et bien parce qu'elle revient à la vie, c'est un peu ce truc magique. Oui, mais dans ce cas-là, on a peut-être juste mal défini ce que c'est que la mort. C'est tout. Autant. Et donc, non, mais... et effectivement, de cet état de conscience et de notre état de conscience, en tout cas, que ça n'existe peut-être pas qu'en étant avec cette activité cérébrale. J'ai pas compris là-dessus. Et c'est bien d'arrêter de parler en même temps qu'on pose des questions. Oui, et qu'en fait, ça dépend. J'ai pas compris ça. Il y a plus de communication et il y a encore conscience. C'est ce qui l'interroge. Enfin, moi, oui, c'est ça. Donc, par rapport à ce que tu disais, en fait, je pense que j'ai pas compris la question. Oui, non, mais en fait, le constat, c'était de dire effectivement, on constate que notre conscience, elle peut continuer à exister au-delà en fait de l'activité cérébrale, et les expériences de mort imminente en témoignent en fait. Tout le monde n'en vit pas, effectivement, mais les peu de personnes qui en ont vécu sur Terre, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et que peut-être que la conscience, on se posait la question, l'attention, la conscience, la mémoire, peut-être que la conscience, on peut partir aussi dans cette idée plus philosophique de l'âme, et que c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas que dans notre cerveau, c'est même au-delà de tout ça. Après, c'est qu'une réflexion. Non, mais je suis vraiment d'accord avec cette direction, mais ce que j'essaye de... En fait, ce que j'essaye d'amener, c'est que on n'a pas besoin de témoignages comme ceci pour ne refuser la piste. Ça n'est que l'activité cérébrale, en fait. C'est ça que j'ai dit. Complètement, mais c'est juste une piste. Oui, c'est-à-dire que... Comment? C'est un argument. Oui, c'est tout, en fait. Oui, pour donner une parce que direction. c'est un exemple. Exactement. C'est pas la raison. Alors, prenez mon masque, pardon. Voilà, j'aime bien son intervention parce qu'il pose une dualité qui est assez constante dans les sciences. Il n'y a pas que Descartes. Il y a Schrödinger, c'est le chat qui est mort et qui est en même temps vivant. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si tu observes, tu fausses d'une certaine façon l'observation, puisque tu es partie prenante de l'observation. C'est le problème de c'est tous les postulats aussi de la physique quantique, effectivement. Mais on va pas aller sur la physique quantique, hein, parce que ça c'est compliqué. Ce dilemme de dire l'observateur subjectif, par sa subjectivité, crée d'une certaine façon la réponse, elle est classique conscience. Elle n'est pas proprement que sur ta vision, j'allais dire, de la conscience ou de la constante. Tu fausses l'observation. Et le fait d'être scientifique, c'est justement d'avoir des critères d'analyse qui permettent de dire non, ce n'est pas que mon observation, c'est des factuels. Et donc, la localisation, on sait qu'il y a des manifestations physiques ou biochimiques, et ainsi de suite, et on sait voir, j'allais dire mesurer, ainsi de suite, des résultats. Et après, c'est que l'interprétation que tu peux en faire. Dans un autre système de pensée, tu pourrais dire non, il n'y a pas de relation. C'est simplement la pensée
et notre vécu historique, ainsi de suite, qui te font dire c'est rationnel. La rationalité, c'est très subjectif. Voilà. C'est intéressant ton approche de développer. Alors, il ne faut pas oublier aussi, il y avait cette interaction qui nous Juste pour répondre à monsieur, mais je pense que ce que tu essayes d'amener, ça va être même au-delà de est-ce qu'on a une approche subjective en tant que chercheur, mais plus que le point de départ, c'est la subjectivité. C'est parce qu'on est conscient. Bah oui, c'est la science. Alors, juste pour l'interprétation, Non mais attendez, on n'a pas fini d'intervenir, et c'est systématiquement ça. Juste pour revenir à Schrödinger, brièvement, je ne sais pas si c'est-à-dire que ce qu'il écrit, c'est presque que objectivement la mesure est faussée, et on n'a même pas besoin de faire intervenir la notion de sujet, mais plutôt d'observation. Alors que ce que vous avez dit ensuite dans le discours, c'est encore plus général. Je ne sais pas si le cas de Schrödinger pour dire est pertinent. Historiquement, ah oui, totalement. Revenir sur la question de la conscience, et après il y aura d'autres questions. Alors oui, moi c'est simplement que ce qui est inconscient, c'est tout simplement ce dont on ne se rend pas compte. Et puis après, suivant les raisons pour lesquelles on ne se rend pas compte, ou suivant la théorie qui va être avancée, on va être plutôt dans la psychanalyse de Freud, celle de Lacan, les processus inconscients scientifiques. Mais c'est une théorie qui permettrait d'expliquer ce qu'on observe consciemment en fait. On observe des choses consciemment, on essaye d'en rendre compte. Les scientifiques essaient d'en rendre compte avec des processus inconscients au niveau de l'activité cérébrale. Freud et tous les suivants mettent en place une théorie qui, elle, n'est pas scientifique, mais une théorie qui se veut rationnellement fondée, qui va dire, bon ben voilà, il y a plusieurs instances, le moi, le ça, le sur moi, et à partir de là, on va essayer d'expliquer pourquoi consciemment on remarque ce qui se passe. Voilà ce que je peux répondre. Oui, alors... Parce que votre question c'était aussi, est-ce qu'en science on trouve... Pardon ? On trouve pas, normalement. Ben, en gros, avec ce que j'essaie d'amener dans l'exposé, avec cet espace de travail neuronal, en gros, vous pouvez peut-être essayer de l'imaginer comme une pyramide, où au sommet de la pyramide, c'est une information consciente qui a été la plus pertinente, la plus saillante, qui est montée au sommet de la pyramide et qui est parvenue à la conscience. Et puis, ben, sous cette perception qui est consciente, il y a toutes les autres perceptions qui stationnent, qui sont préconscientes et qui peuvent accéder à la conscience. Donc, voilà, ce qu'on voit, si vous voulez, d'un point de vue cérébral, ça serait quand il y a perception consciente, ce fameux réseau, et puis ben, les autres perceptions peuvent être activées de manière non consciente ou pas. Après, je pense que les neurosciences n'expliquent pas réellement ce processus inconscient dont parle Freud, parce que là, déjà, dans les topiques de Freud, c'est pas localisé. Quand on parle du moi, du ça et du sur-moi. Il n'y avait pas tout ça. Oui, mais il n'y avait même pas forcément cette tentative de localiser ces trois instances pour décrire l'appareil psychique. Oui. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de la subjectivité de la douleur, dans le cas d'une personne qui a été amputée d'un membre, justement, qui va parler justement de la douleur ressentie sur le membre fantôme. Comment vous pouvez l'expliquer? Parce qu'elle a vraiment conscience d'une douleur d'un membre qui n'existe plus. Merci. Franchement, je ne pourrais pas vous répondre de manière très précise pour le membre fantôme. Je vais répondre pour le membre fantôme. Donc le membre fantôme, c'est que ça parle effectivement de la perception, c'est-à-dire que la personne, avant d'être amputée, parce que c'est souvent le cas d'amputation, les gens... Je peux me lever ? Vous entendez? Je vais juste passer. C'est juste pour ça. Le membre, c'est que la personne, avant d'être amputée, elle a eu ce membre. Et donc, son cerveau a intégré la présence de ce membre. C'est-à-dire que dans le cerveau, chacun d'entre nous se fait une représentation de son propre corps, conscience de son corps. D'ailleurs, là aussi, il y a un autre terme qui est la conscience de soi, la conscience de son corps. Et chacun va
intégrer, mémoriser, prendre à partir des perceptions, de la sensation, notamment tactile, visuelle, mais surtout tactile. Et donc, le corps, le cerveau va se construire une propre représentation. Et cette présentation, elle est très importante dans le corps. Or, quand le membre disparaît parce qu'il y a eu amputation, cette représentation, elle est toujours présente. Donc, en fait, la personne, elle va ressentir de la douleur par rapport à la présence de ce membre absent. Mais dans le cerveau, il est toujours présent. Et en fait, c'est cette représentation qui fait que la personne a conscience d'avoir mal, alors que pendant très très longtemps, notamment les médecins disaient mais vous ne pouvez pas avoir mal, il n'y a plus de membres. Et en fait, c'est pas vrai, cette représentation. Donc à l'heure actuelle, ce qui est beaucoup travaillé, c'est de l'illusion, c'est-à-dire un réapprentissage, et on fait beaucoup de travaux là-dessus, notamment pour diminuer cette douleur, à partir de représentations et de mémoire, pour que la personne, petit à petit, son cerveau réintègre la disparition de ce membre et puisse petit à petit se réapproprier une autre représentation. Et donc effectivement, pendant très longtemps, au moment des amputations, il y avait une douleur consciente au niveau d'un membre qui n'existait plus. Mais tout cela, effectivement, c'est une intégration cérébrale liée à la conscience de soi. Et alors je voulais juste dire, parce que tout à l'heure j'insistais, parce qu'on a beaucoup parlé de subjectivité. On est tous différents, c'est vrai, on a tous une subjectivité, une perception différente. Par contre, le propre de la science, quelles que soient les sciences, c'est de traiter des informations qui vont être communes à tous et qui vont être mesurables et quantifiables et reproductibles. Et donc, c'est vrai que la conscience est un terme très difficile à traiter, qui est traité relativement récemment par les neurosciences. Ça fait qu'à peu près une vingtaine d'années, c'est surtout lié à l'imagerie cérébrale, ce qui a été dit, et à la perception. Par contre, et donc aux images, et avant c'était surtout traité par les philosophes, par les littéraires, même si Descartes a essayé également l'âme et l'esprit. Et en fait, ce que l'on voit, ce que l'on peut mesurer, tout à l'heure on vous a parlé de perception, qu'il fallait un certain temps pour qu'on prenne conscience d'une stimulation, qu'elle soit visuelle ou auditive, c'est pareil, c'est par rapport aux imageries. Et pareil, quand je vous ai parlé du sommeil tout à l'heure, on ne peut mesurer le sommeil que par des ondes qui sont très caractéristiques. Donc en science, il y a quelque chose, un message que je voulais vraiment faire passer, c'est qu'on a beaucoup parlé de subjectivité, mais en science, on ne peut parler que de choses qui sont mesurables, quantifiables et reproductibles. Et sinon... Oui. Alors la conscience, on ne peut mesurer que certains éléments de conscience. Et tout à l'heure, par exemple, quand on a un stimulus, on parle de conscience perceptive. Voilà. Merci Gina. Merci Gina. Alors oui, je passe à la question. Je crois qu'il y a... En fait, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Hein, ce qu'on étudie en science, c'est ce qui est mesurable, quantifiable, reproductible, etc. Mais il ne faut pas partir du principe, je ne sais pas si c'est le cas, mais il ne faut pas partir du principe que tout ce qui existe est mesurable, quantifiable. Non, je n'ai pas dit que... Mais, justement, peut-être que l'essentiel n'est pas mesurable et quantifiable. C'est-à-dire que... Voilà. À partir du moment où on comprend que toute science se base, logiquement parlant, là je parle de logique, je parle pas de c'est pas chronologique, c'est logique. Logiquement parlant, on ne peut pas avoir un discours scientifique sans subjectivité. Logiquement parlant. C'est-à-dire que c'est parce que on remarque des choses subjectivement qu'on fait des liens entre ce qu'on observe. À partir de ce qu'on observe, on établit ce qui s'appelle des lois logiques, et ces lois logiques, c'est ce qui permet de régir les sciences et de dire « Ah ben ça c'est une science, ça c'est pas une science ». Entre autres, il y a l'expérimentation et les règles logiques principalement. L'expérimentation scientifique se base sur des règles logiques, et sans règles logiques, pas de science. Mais sans subjectivité, pas de règles logiques. C'est juste que, en fait, si on veut avoir un discours rigoureux, on est obligé de réintégrer la notion de subjectivité dans les sciences. Mais on l'a pas envie. Elle l'est parce que la critique, c'est la subjectivité. La notion de critique, de critiquer son travail, de critiquer son process,
de poser une hypothèse, un questionnement, c'est la subjectivité. Que derrière ça, se mette en place un process reproductible qui permette d'établir des faits qui sont agrégés, qui font nombre, et le nombre fait loi, n'empêche pas l'exception dans la loi et dans la règle. Mais c'est la subjectivité, c'est le questionnement, mais c'est la science amène la rigueur, la reproductibilité, et bien sûr que le côté... sinon on est dans la croyance, et on est dans Non, la subjectivité, c'est justement pas la croyance. C'est la certitude première à partir de laquelle on peut construire l'idée même d'objectivité. Mais je suis pas très compréhensible, on dirait, depuis tout à l'heure, puisque... je vous plaît, hein. Mais... Ah oui, non mais... La subjectivité, c'est pas le fait de critiquer. La subjectivité, c'est juste le fait d'avoir face à soi un objet. C'est ça la subjectivité. Donc, le fait d'avoir face à soi un cobaye, des électrodes, un écran, des graphiques, des sinusoïdales, c'est être un sujet face à un objet. Et ce que je suis en train de dire seulement, c'est sans sujet, pas d'objet. Donc sans subjectivité, pas d'objectivité. Donc sans subjectivité, pas de science. C'est aussi simple que ça. Et puis il faut... Ah ouais, là, ça y est, enfin. Je vous dis un petit truc quand même, il va rester une dizaine de minutes là. Donc il y a plein de questions, etc. On va faire circuler la parole, ok. Donc oui, je vois, ok, donc on va commencer, là ça fait longtemps, oui. Pardon. Moi je voulais savoir si la conscience était un concept propre à l'homme, parce que depuis tout à l'heure on parle en fait de ressenti subjectif, de retour subjectif, de pouvoir en fait exprimer sa subjectivité. Mais du coup, est-ce que un animal par exemple, ou quelque chose qui a un système nerveux, comme les insectes ou quoi, ne peuvent pas exprimer leur ressenti et leur subjectivité? Donc est-ce qu'on peut parler de conscience des animaux? Est-ce qu'on peut parler de conscience des insectes? Ou même, par exemple, une intelligence artificielle qui peut construire à la base un ressenti subjectif sans pour autant avoir de ressenti subjectif. Est-ce que du coup, on peut parler de conscience de l'intelligence artificielle alors qu'elle peut exprimer des choses sans pour autant les ressentir? Voilà. À partir du moment où on définit la conscience comme étant, par exemple, le fait d'avoir des vécus, on peut tout à fait imaginer que les animaux ont des vécus qui sont les leurs, qui sont inimaginables pour nous, et c'est fréquent d'en parler. Il y a Thomas Nagel, un philosophe, qui se demande ce que ça fait que d'être une chauve-souris. On sait que la chauve-souris envoie des ultrasons pour repérer les différents obstacles, se déplacer, mais même si on décrit ça de manière très précise, on ne sait pas ce que c'est que d'être une chauve-souris. On ne sait pas ce que c'est que d'envoyer des ultrasons et de les recevoir, et en fonction de ça... Donc on suppose que les animaux ont une conscience, on peut le supposer, ou pas, on ne peut pas le vérifier. Non, mais ça dépend comment tu définis la conscience, mais le problème même de la conscience, c'est que je fais même l'hypothèse que vous avez une conscience, si on pousse. Alors après, il y a quand même des expériences en éthologie qui montrent qu'il y a de la... Voilà, exactement. Je pense aux oiseaux, à certains cétacés, la conscience de soi. Effectivement, c'est un type de conscience, pour revenir, hein, c'est un type de conscience, mais on le sait, c'est vérifié scientifiquement, qu'il y a de la conscience de soi chez certains animaux. Oui, notamment des vertébrés, enfin particulièrement les vertébrés. Les invertébrés, je ne sais pas s'il y a des expériences dessus, mais... On est d'accord sur ce point, mais il ne faut pas oublier que c'est encore par analogie à notre comportement face par exemple à un miroir, qu'on se dit, ah, il a conscience de lui, puisqu'il réagit, et que nous on réagit face à un miroir, il a conscience de lui. Effectivement, c'est un argument qui est très solide, hein. Mais je rappelle ça simplement pour resituer ça passe par notre conscience et notre conception de ce que c'est que la conscience pour déterminer si autre chose a conscience. C'est juste ça. Mais effectivement, oui, c'est assez établi. Alors, Estelle, tu voulais réagir ou... Ok. Ici, oui, d'accord. Et après, oui. Non, ça fait plus longtemps. Allez. Donc, si on réduit entre guillemets, la conscience au cerveau à des flux neuronaux, on la réduit à une conscience individuelle. Où est-ce qu'on place la conscience, l'idée de conscience collective, la notion de conscience collective? Même la conscience individuelle, elle n'est pas réduite à l'activité cérébrale.
Elle n'est pas, hein, je suis On parle beaucoup depuis tout à l'heure d'activité cérébrale, on parle beaucoup du cerveau, du flux d'informations neuronaux. Voilà, moi ma question, et sans prétention, il n'y a pas de réponse subliminale derrière, je ne sais pas, une vraie question. Est-ce que c'est la conscience collective? Juste pour la conscience individuelle, quand vous avez fait le lien avec l'activité du cerveau, en fait, qu'on arrive à mesurer avec l'activité du cerveau, c'est uniquement le passage de l'information inconsciente à consciente. Donc même là, on ne recouvre pas le champ de la conscience phénoménale, des vécus subjectifs. Donc nos expériences en science sont limitées dans le sens qu'on ne s'attaque pas à l'ensemble du vécu de conscience, déjà. Donc maintenant, pour voilà, pour la conscience collective. On n'y est pas encore. Clairement, on n'y est pas encore. Moi, c'est une question pour Estelle. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au permis de conduire. C'était une question de code. Tu as parlé d'automatisme. Je ne sais pas à qui encore, je sais. Est-ce qu'on peut dire qu'un pilote de Formule 1, c'est quelqu'un d'inconscient? Non, il a besoin de voir son circuit, etc. pour piloter son véhicule. Donc il est bien conscient qu'on soit scientifique ou pilote. On reste quand même conscient. Comment? Tout à l'heure, on avait parlé d'automatisme et de conscience. Non, c'était vraiment pour situer qu'il y avait une différence d'activité cérébrale en fait. Et puis il y a un problème de définition là pour toi, même quand l'information est traitée, dès que l'information est traitée par le cerveau, c'est conscient. Mais moi je dis que pas toujours. L'information est toujours traitée par le cerveau, mais quand ça parvient à ta conscience, que tu l'as, tu peux le garder en tête et le restituer, là c'est passer à l'accès à la conscience et on parle de perception consciente. Allez, je vais prendre 2 questions encore et puis malheureusement on va clôturer. Il y a des questions là, mais je sais pas si c'est d'actualité. Moi, c'est un peu en rapport avec la fonction visuelle, ça me fait penser en fait à Annie 7 qui parle de. Qui dit qu'on hallucine en fait en permanence la réalité. Donc par conséquent, la conscience, quelque part, c'est une forme d'hallucination. Parce que par la perception, on filtre à 3 niveaux différents qu'on perçoit de manière sensorielle, perceptive et cognitive. Et que du coup, ça me fait penser à ça. Et je voulais savoir s'il y avait un consensus là-dessus actuellement ou pas, ou si c'était juste des pistes de recherche. Je pense qu'il faut questionner comment on établit que un phénomène, par exemple visuel, est une hallucination. C'est une hallucination à partir du moment où on va décrire ce que serait la réalité, et à partir de cette réalité, on va dire ah bah ce qui n'est pas la réalité est une illusion, une hallucination. Mais il faut aller dire à certaines personnes qui ont des hallucinations et qui en souffrent que ça n'existe absolument pas et que c'est juste un délire. C'est ça en fait tout le problème. Pas forcément dans le sens physique. Non, mais on est dans le même cas. On est dans le cas où on va dire qu'ils ont des délires, des hallucinations. En fait. Et le problème, c'est qu'on définit ce que c'est qu'une hallucination à partir de ce que c'est que ce que serait que la réalité. Si on dit que la réalité, c'est ce qui est matériel et vu par à peu près tout le monde, bah, ce qui est vu que par un seul, parce qu'il a pris des champignons, on va dire que c'est une hallucination. Mais c'est une hallucination et pourtant il le vit bel et bien. Et ça a des impacts sur sa soirée. Donc, oui, mais c'est tout le propos en fait. Il y a plein de questions, parce que dans les états modifiés de conscience, qui ne sont pas forcément en rupture avec. Enfin, c'est une autre approche du réel, mais du coup, il y a pas mal de recherches là-dessus d'ailleurs, justement. Mais là, t'as bien fait de dire que c'est une autre approche du réel, c'est qu'une approche du réel qui va hiérarchiser entre ce qui est matériel et ce qui est vécu est condamnée en fait à des erreurs logiques. C'est ça, c'est juste ça en fait le problème. Mais ça n'empêche pas de décrire la réalité matérielle comme étant bien réelle et la réalité subjective phénoménale comme étant bien réelle. Ouais. Alors, oui, donc allez, on prend les 2 dernières questions. Allez, là. Depuis tout à l'heure, il y a 2 choses qui ont été un peu mélangées. Je pense qu'il y a 2 débats. Parce que le premier, là, tu as mentionné, sans subjectivité, est-ce qu'il peut y avoir d'objectivité? Ça, c'est une chose. Mais même, j'irais plus à dire que, ok, sans subjectivité,
l'objectivité ne peut pas exister, mais sans activité cérébrale, la subjectivité ne peut pas exister, et donc l'objectivité non plus. La deuxième chose, c'est presque une dialogue mathématique. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut réduire la conscience à, la conscience à cette activité cérébrale au cerveau? Je pense que c'est pareil, deux choses. Est-ce qu'on est conscient de certains éléments, et ça imbrique plein de notions avec la mémoire, aussi avec l'attention. Après, ce que je pense que si on dit qu'on peut réduire la conscience au cerveau, l'activité cérébrale, à mon sens, oui. Par contre, est-ce qu'on peut réduire la subjectivité à l'activité cérébrale, en termes de conscience? Je pense que non, puisque là, c'est le terme qui limite justement cette définition. Par contre, si on ouvre encore plus, est-ce qu'on peut limiter la subjectivité à l'activité cérébrale? Oui, mais est-ce qu'on peut le limiter juste à la conscience? Je pense que non. La conscience, la définition même de conscience, elle est très limitée. Il y a plein d'autres processus attentionnels et mnésiques qui rentrent en jeu. Ok, je pense que en plus, les deux questions sont liées. Mais avant objectivité, il y aurait subjectivité, et avant subjectivité, il y aurait activité cérébrale, c'est ce que tu dis. Comment tu sais qu'il y a activité cérébrale? Là, on rentre vraiment en boucle, parce que c'est justement, je suis capable d'être conscient de quelque chose parce qu'il y a une activité cérébrale qui me permet de ça. Mais comment tu le sais? Non, mais comment tu l'as appris ça? Là, on rentre dans ce boucle. Mais en et là, boucle. dans le sens, la question déjà est un peu même biaisée, dans le sens où on part un peu du principe où il y aurait quelque chose, un peu cette dualité qui a été mentionnée tout à l'heure, comme s'il y aurait quelque chose d'autre que le matériel. Si on part de ce principe-là, on peut se poser en effet la question de est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut définir la conscience par quelque chose d'autre? Par contre, si on part du principe, et même actuellement dans tous les manuels internationaux des maladies mentales, on a complètement oublié cette dualité entre troubles d'origine mentale ou organique et un peu psychologique, subjectif. Là, je pense que déjà la question est biaisée si on part dans l'affirmation de dire qu'il y aurait quelque chose en plus de cette matérialité, alors que si on part du principe que c'est la matérialité qui permet la subjectivité, la question va forcément prendre d'autres directions. Et est-ce que tu es d'accord que si tu laisses de côté ce que tu veux laisser de côté, hein, la conscience qui ne serait pas matérielle, tu peux pas faire de science, tu peux pas l'établir, logiquement, mais en plus de ça, absolument tout le sens que tu donnes aux sciences ou... Non, la subjectivité est hyper importante. Non, mais, subjectivité, oui, mais... il n'y a pas de science, il n'y a pas d'objectivité. Mais cette subjectivité n'est que possible que parce qu'il y a un cerveau qui nous permet d'avoir cette ça c'est une piste qu'on ne peut pas réfuter, mais qu'on ne peut pas affirmer en fait. Ce qui pose problème, c'est qu'on l'affirme, alors qu'on ne peut pas l'affirmer, juste logiquement parlant, je parle. C'est vraisemblable, hein. C'est très vraisemblable, mais on ne peut pas l'affirmer. De la même manière qu'à un moment, la Terre est plate, c'est vraisemblable. Mais on ne pouvait pas l'affirmer scientifiquement. C'est simplement ça. C'est juste par rigueur, c'est par rigueur logique. C'est juste par rigueur logique que j'insiste sur la subjectivité. Mais par rigueur logique, j'aurais aussi insisté sur l'objectivité si jamais on restait que au niveau subjectif en disant ce que je vis c'est réel et ce qu'il vit c'est réel, même si c'est contradictoire. Il y aurait aussi des problèmes. Mais là, visiblement, on est à une ère où l'objectivité vient gommer carrément la subjectivité alors que c'est son sol. C'est simplement ça. Ah oui. Et la dernière question de la soirée sera... En fait, ça m'a un peu perdu. Je sais pas si ma question du coup va être très intéressante, mais c'était d'amener en fait le fait que peut-être finalement notre conscience, elle est limitée par notre cerveau et c'est pas. Là, on évoquait est-ce que le cerveau, est-ce que la conscience c'est que le cerveau, mais en fait, est-ce que en fait notre cerveau ne nous limite pas de notre conscience dans le sens où ce sont nos stimuli. J'ai un exemple, par exemple. Dans certains états, on parlait des notifications où une personne va être, suite à une atteinte, capable de sentir quand je la touche à gauche, capable de sentir quand je la touche à droite. Si je touche des deux côtés, elle ne va sortir qu'un seul côté, parce qu'il va y avoir une difficulté de perception des deux. Et du coup, j'amène plus généralement, c'est que nos capacités physiques de sentir ce qui se passe autour de nous, en fait, ça définit actuellement cette conscience, mais plus on va développer des capacités, plus on va aussi développer des outils technologiques, on va découvrir scientifiquement des choses et ça va ouvrir notre conscience. Donc en fait finalement notre cerveau limite notre conscience mais elle n'est pas limitée par notre cerveau et je sais pas si c'est clair. C'est surtout qu'en fait pour l'instant on a eu cette définition de la conscience et ça
mais que peut-être que dans des années, quand on aura d'autres capacités de l'évolution technologique, on pourra mieux la comprendre et évoluer. Enfin voilà, finalement, elle est peut-être pas que dans le cerveau, mais pour l'instant, tu l'as dit toi-même et je trouve très bien dit, c'est qu'en fait, on fait des suppositions. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver pour l'instant, de par notre biologie et de par la technologie, qui pour l'instant n'est pas. Enfin voilà, et à un stade T, à un instant T. Peut-être que, comme avant, on a découvert des choses par rapport à la Terre qui est plate et ronde. À un instant T, c'était vrai. Et en fait, on a découvert que, en fait, non, c'était une perception. Et que, voilà. Bah, effectivement, c'est possible qu'avec des avancées technologiques, on puisse avoir conscience d'autres choses. Comme il est possible, en fait, qu'au fil du temps, on ait conscience de moins d'éléments. Il est possible que notre vie consciente, entre guillemets, s'appauvrisse les prochaines décennies. Il y a des idées auxquelles certaines personnes, je ne sais pas, dans l'Antiquité ou dans certaines civilisations, avaient accès à certaines idées. Et nous, comme on s'est engouffré dans un autre système de pensée, il se trouve qu'il y a des concepts auxquels on a moins accès. Donc ça peut aller dans les deux sens, outre la technologie. On va clôturer la soirée là. Merci beaucoup. Avant de clôturer la soirée, j'ai juste deux petites informations à vous donner. La première, c'est que la semaine du cerveau, comme annoncé par Nafissa, c'est que le début. Hein. Donc vous avez toute la programmation sur Internet. Je vous invite à aller regarder le site web. Semaine du cerveau.fr. La deuxième, c'est que nous, on organise